quand le secteur privé kidnappe ou capture l'État, vers une nouvelle forme de dictature économique. Dans l'histoire contemporaine, on a souvent pensé que la dictature se manifestait par la force brute. Des militaires en uniforme, des régimes autoritaires, des polices secrètes. Mais depuis les années 1980, avec l'avènement du néolibéralisme, une nouvelle réalité s'impose. La dictature n'a plus toujours le visage de la répression armée. Elle s'exerce désormais par d'autres moyens, plus subtils, plus invisibles, mais tout aussi redoutables. Aujourd'hui, dans des pays en développement ou sous-développés comme Haïti, mais aussi au sein de grandes démocraties, l'État est de plus en plus capturé par une élite économique qui dicte ses règles, oriente les politiques publiques et s'accapare les richesses collectives. Dans cette vidéo titrée « Quand le secteur privé kidnappe ou capture l'État vers une nouvelle forme de dictature économique », nous allons explorer ensemble cette transformation. Comment on est passé de la dictature politique des régimes autoritaires à une nouvelle forme de dictature, celle de l'argent et du secteur privé ou des oligarques. Nous verrons ces mécanismes, ces effets et ces dangers pour nos sociétés. Soyez tous yeux, toute oreille s'il vous plaît, du début à la fin de la vidéo. Avant l'émergence du néolibéralisme dans les années 1980, la dictature se définissait surtout comme un pouvoir politique direct et brutal. On parlait d'État fort, centralisé, parfois qualifié d'État-providence, où l'interventionnisme économique et social servait de prétexte à la concentration du pouvoir. Dans bien des cas, cette concentration dérivait vers l'autoritarisme, donnant naissance à des régimes qui imposaient leur volonté par la force, la censure et la répression. En Haïti, l'exemple le plus marquant reste celui des Duvalier. François Papadoc Duvalier, puis son fils Jean-Claude, dit Baby Doc, ont imposé leur domination pendant près de 3 décennies. Ils s'appuyaient sur un appareil répressif redoutable, les tristement célèbres tontons macoutes, et sur un système arbitraire qui muselait toute contestation. Mais en 1986, après des années de peur et d'humiliation, le peuple s'est soulevé et a mis fin à ce régime, dans l'espoir de voir naître un nouvel ordre plus juste et véritablement démocratique. La question qui se pose cependant, après 1986, la situation a-t-elle réellement changé ? Certes, la dictature politique a pris fin, mais n'a-t-elle pas cédé la place à une autre forme de domination, plus subtile mais tout aussi implacable ? Dans un premier temps, la chute des Duvalier a laissé craindre un retour au coup d'État militaire, si fréquent dans l'histoire haïtienne. En revanche, en 1994, le président d'alors Jean-Bertrand Aristide a démantelé l'armée d'Haïti afin de s'assurer que les forces militaires ne puissent plus, à leur guise, renverser les gouvernements et interrompre le processus démocratique. Pourtant, ce vide institutionnel n'a pas empêché l'émergence d'une nouvelle logique de pouvoir, celle du secteur privé et de l'argent roi. En lieu et place des tontons macoutes d'autrefois, c'est désormais à travers la prolifération de gangs armés que s'exerce l'emprise. Ils rançonnent, incendient, tuent et décapitalisent la population, contribuant ainsi à maintenir un climat de peur qui permet aux élites économiques de s'accrocher davantage au pouvoir. Ce recours à la violence illustre une mutation plus profonde encore, inscrite dans un contexte mondial marqué par le triomphe du néolibéralisme. Avec la vague néolibérale et le recul de l'État interventionniste, une minorité d'élites économiques a peu à peu pris l'ascendant. Ce ne sont plus les milices armées ou les officiers en uniforme qui dictent leurs lois, mais des groupes financiers et industriels capables d'accaparer les richesses nationales, d'influencer les décisions publiques et de contrôler,
à leur avantage, les institutions censées servir le peuple. Ce phénomène ne se limite pas à Haïti. Dans de grandes démocraties, comme dans des pays en développement, on observe partout la même capture silencieuse de l'État par une élite économique. Ce n'est pas un coup d'État militaire, ni une révolution sanglante. C'est une prise de contrôle insidieuse, graduelle, mais terriblement efficace. Les banques, les multinationales, les consortiums privés et les grands groupes industriels en viennent à influencer et parfois à contrôler les institutions publiques qui devraient pourtant défendre l'intérêt général. Ainsi, de la dictature politique d'autrefois, incarnée par la répression militaire et policière, nous sommes passés à une nouvelle forme de dictature, celle de l'argent. Une dictature sans uniforme ni slogan, mais où l'État, au lieu d'incarner la souveraineté et la justice collective, devient l'instrument des puissances privées. Et ces effets, quoique plus discrets, demeurent profondément destructeurs pour la société et la vie de tous les jours des citoyens. Ce phénomène, nous allons le développer, transforme lentement mais sûrement l'État en un simple instrument au service d'intérêts privés, reléguant la justice sociale, l'équité économique et la volonté populaire au second plan. Les lois sont taillées sur mesure, les politiques publiques orientées vers le profit de quelques-uns, et les mécanismes démocratiques se vident de leur substance. Ce n'est plus l'économie de marché qui soutient la démocratie, c'est l'argent privé qui dicte les règles du jeu démocratique. À travers cette réflexion, nous mettrons en lumière les mécanismes de cette dictature économique moderne, ses conséquences sur la société et les institutions, ainsi que les pistes de solutions possibles pour restaurer un véritable équilibre entre pouvoir public et intérêt privé. Pour bien comprendre les enjeux liés à cette emprise grandissante du secteur privé sur les affaires publiques, il est essentiel de revenir d'abord sur sa nature, ses composantes, son rôle fondamental dans l'économie capitaliste et les principes qui le gouvernent. Dans une économie de type capitaliste, le secteur privé regroupe l'ensemble des activités économiques qui sont la propriété d'individus ou d'entreprises et non de l'État. Son objectif principal est de générer du profit pour ses propriétaires ou ses actionnaires. Les décisions économiques, telles que les investissements, la production ou la fixation des prix, sont prises théoriquement en fonction des mécanismes de l'offre et de la demande dans un contexte purement concurrentiel. Je dis bien dans un contexte purement concurrentiel et non de monopole, comme c'est le cas de Sunrise dans le domaine aérien en Haïti et Digicel ou Natcom dans les télécommunications, pour ne citer que ces domaines-là. On y retrouve une grande diversité d'acteurs. D'abord, les entreprises individuelles et les travailleurs autonomes comme les artisans, les avocats, les médecins ou les consultants jouent un rôle fondamental. À côté d'eux, les petites et moyennes entreprises et forment la colonne vertébrale du tissu économique local et sont souvent à l'origine de nombreuses innovations. Ensuite, viennent les grandes entreprises et les multinationales, présentes sur plusieurs continents, qui influencent les chaînes d'approvisionnement et l'économie mondiale. Certaines de ces entreprises sont cotées en bourse, et leurs actions sont détenues par une multitude d'investisseurs. Le secteur financier privé, composé de banques, d'assurances et de sociétés de placement, occupe également une place centrale. Il ne faut pas oublier les organisations à but non lucratif, qui, bien que ne cherchant pas à faire du profit, font toujours partie du secteur privé dès lors qu'elles ne dépendent pas de l'État. C'est une erreur de croire que le secteur privé se résume uniquement aux grandes entreprises disposant de capitaux colossaux ou aux figures dominantes de l'élite économique, comme les grandes familles mulâtres ou syro-libanaises en Haïti. En réalité, tout ce qui ne fait pas partie de l'État relève du secteur privé. Les petits marchands de la Croix des Bossales à Port-au-Prince, du marché Salomon ou d'autres lieux d'échange à travers le pays en font pleinement partie. Le coiffeur, le confectionneur d'habits, le mécanicien ou l'artisan,
participent eux aussi à la vitalité du secteur privé. Réclamez donc vos droits en tant qu'acteur économique et ne laissez pas les grands Manitou de ce secteur tout accaparer. Entrepreneur de la diaspora haïtienne, vous êtes également membre du secteur privé. À ce titre, vous devez vous affirmer, réclamer votre place et lutter pieds et mains pour intégrer les instances comme la Chambre de commerce haïtienne. Haïtiens, éveillez-vous par la connaissance et passez à l'action. Le secteur privé n'appartient pas seulement à une poignée de privilégiés. Il est le vôtre, il est le nôtre, il nous revient collectivement. Soutenez ce mouvement de prise de conscience en aimant, en partageant et en vous abonnant à la chaîne Haïtien Côté Nous, afin que notre voix résonne plus fort et que le message touche un plus grand nombre. Le secteur privé joue plusieurs rôles essentiels dans une économie capitaliste. Il produit théoriquement des biens et des services pour répondre aux besoins des consommateurs, il crée des emplois et il stimule l'innovation technologique à travers la recherche et le développement. Par ses investissements dans l'industrie ou les infrastructures, il contribue à la croissance économique. De plus, il paie des impôts et des taxes qui servent à financer les services publics et il favorise la compétitivité en poussant les entreprises à améliorer leur efficacité et à offrir de meilleurs prix. Le fonctionnement du secteur privé varie selon le modèle économique adopté par le pays. Dans une économie classique, inspirée des idées d'Adam Smith, le marché est censé s'autoréguler par la fameuse main invisible. C'est, à dire, les produits et services sont déclarés bons et offerts aux consommateurs au meilleur prix possible dans un marché libre et concurrentiel, sans monopole ni corruption. Donc, l'efficacité du secteur privé repose sur une concurrence saine, des prix déterminés librement et un État qui se limite à ses fonctions régaliennes comme la sécurité, la justice et la protection de la propriété privée. Dans une économie libérale, on insiste davantage sur la liberté d'entreprendre. L'intervention de l'État y est minimale. Mais les institutions publiques composant l'État doivent garantir un cadre juridique clair, la protection des droits de propriété, ainsi que la mise en place d'infrastructures de base comme les routes, l'électricité ou les télécommunications. Le secteur privé devient alors le principal moteur du développement économique. Dans le cadre néolibéral tel que promu par des institutions comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, les priorités changent encore. On y retrouve des politiques d'ouverture commerciale, le libre-échange, de privatisation des entreprises publiques, de réduction des subventions et de flexibilisation du marché du travail. Pour rester performant dans cet environnement, le secteur privé doit être hautement compétitif au niveau mondial, attirer des investissements étrangers, faire preuve de transparence financière et s'adapter rapidement aux évolutions technologiques et commerciales. Peu importe le modèle économique adopté, un secteur privé performant repose toujours sur certains éléments fondamentaux. Il lui faut un cadre légal solide, des institutions fiables, un accès au financement pour soutenir ses projets, une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures efficaces, une stabilité politique et un climat de confiance entre les investisseurs, les entreprises et l'État. En définitive, dans une économie capitaliste, le secteur privé est un acteur incontournable de la création de richesses, d'innovation et de développement. Son efficacité dépend étroitement du contexte économique, qu'il soit classique, libéral ou néolibéral. Dans un modèle classique, on mise sur les forces du marché. Dans un modèle libéral, on combine liberté et cadre réglementaire léger. Et dans une approche néolibérale, soutenue par le FMI ou la Banque mondiale, on privilégie l'ouverture au commerce mondial, les privatisations et la compétitivité globale.
Cette vidéo se voulait avant tout une introduction, destinée à mieux comprendre le véritable rôle du secteur privé dans une économie et à préparer une réflexion plus large. Dans les 2 prochaines vidéos, nous développerons ces thèmes en profondeur. D'abord, la dictature politique, puis la dictature économique et leurs conséquences sur la justice économique et sociale, notamment avec la montée des monopoles et l'interdiction de la concurrence par un secteur qui capture l'État. Car la dictature ne se limite plus à l'image des régimes militaires ou des dictateurs à vie. Elle prend désormais des formes plus discrètes, mais tout aussi destructrices. Celle d'une économie dominée par une poignée d'acteurs privés qui s'approprient l'État et orientent les institutions à leur avantage. Ce constat ne doit pas mener au découragement, mais à la réflexion et à l'action collective. Car si l'argent roi impose ses règles, il existe toujours une force plus grande, celle des citoyens, organisés, conscients et décidés à défendre l'intérêt général. Nous le verrons plus loin, dans la suite de cette série. Restez connectés, car la prochaine étape promet d'éclairer davantage les mécanismes de cette dictature économique moderne et d'ouvrir la voie à des pistes pour en sortir. Nous avons vu ensemble ce qu'est le secteur privé, son rôle dans une économie capitaliste et la manière dont il peut parfois dévier pour capturer l'État. Cette vidéo n'était qu'une introduction. Dans les prochaines, nous approfondirons plus en détail ces mécanismes et leurs conséquences. En attendant, je vous invite à aimer ou liker, commenter et partager pour soutenir le travail que nous faisons sur Haïtien Côté Nous. À très bientôt alors pour la suite de cette série.